La suite est aussi choquante que satisfaisante. Aujourd'hui, je me plonge dans quelques-unes des histoires les plus stupéfiantes de tueurs en série qui ont bénéficié d'un karma instantané de la part des proches de leurs victimes et d'autres membres de la communauté. De la salle d'audience où un père éploré a attaqué le tueur en série Michael Madison, à un groupe de personnes qui se sont unies pour capturer et battre un meurtrier notoire, en passant par la vengeance calculée d'un père dans un aéroport contre le kidnappeur et le violeur de son enfant, cet épisode explore les limites extrêmes que certains sont prêts à franchir pour obtenir justice. Entrons dans le vif du sujet. Michael Madison. Ce que vous venez de voir, c'est un père éploré qui s'est jeté sur le tueur en série condamné pour avoir torturé et assassiné sa fille. Le tueur en série dont je parle est Michael Madison, qui a commis les meurtres d'au moins 3 femmes entre 2012 et 2013. Il a été arrêté et inculpé pour ses crimes en 2013. Un monstre qui a déjà dit à son ex-petite amie qu'il détestait l'espèce féminine, Madison a eu une mère gravement abusive. Et lorsque sa mère a été tuée le 22 juin 2019 à la suite de multiples coups de couteau, Madison, qui était incarcéré, a admis avoir des sentiments mitigés à propos de sa perte. Mais comment a-t-il finalement été arrêté? Le 19 juillet 2013, la police a répondu à des informations faisant état d'une odeur nauséabonde provenant d'un garage loué à Madison. Lorsque les policiers ont ouvert le garage, ils ont découvert un corps en décomposition à l'intérieur. Il s'agissait du corps de Shirelda Terry, 18 ans. Terry, qui aimait les livres, avait été vue pour la dernière fois alors qu'elle rentrait de son travail. Madison a été arrêtée le jour même et la police l'a interrogée pendant plus de 12 heures au siège de la police de East Cleveland. La police espérait que le tueur avouerait d'autres meurtres et révélerait l'emplacement d'autres corps. Il a fini par admettre avoir tué Terry, puis Shetisha Shili et Angela Deskins. À un moment donné, il a même dit à l'inspecteur qu'il avait dû déplacer le corps de Terry car l'odeur du cadavre en décomposition était accablante. Il a décrit le bruit « boum, 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 boum » que faisait le sac à ordures lorsqu'il traînait le corps de Terry dans les escaliers. Le 22 juillet 2013, Madison a été inculpé de 3 chefs d'accusation de meurtre aggravé. Son procès s'est ouvert le 4 avril 2016 et le mois suivant, il a été reconnu coupable des meurtres de Shirelda Terry, Shetisha Shili et Angela Deskins. Au cours du procès, Van Terry, le père de Shirelda Terry, est monté sur le podium et a tenté de contenir ses émotions. Il s'est arrêté un instant et a regardé derrière lui. C'est alors qu'il vit Madison qui lui souriait, ce qui fit craquer Terry. Soudain, le père endeuillé s'est précipité à travers la pièce, sautant par-dessus une table et tendant la main vers le cou de Madison. Les adjoints du shérif l'ont rapidement arrêté, le retenant et l'avertissant de se calmer sous peine d'être menotté. Pendant tout ce temps, Madison a continué à sourire. Si les adjoints ne l'avaient pas arrêté, Terry aurait pu étrangler Madison. Bien que Terry n'ait pas pu ôter la vie au tueur au cœur froid de sa fille, le juge a condamné Madison à la peine de mort le 2 juin 2016. Il attend son exécution, qui a été suspendue en 2024 en raison de ses appels en cours. Le prochain tueur en série est quelqu'un qui a été arrêté par la population et non par la police. Richard Ramirez, tueur en série redouté aux multiples noms. Richard Ramirez a été surnommé le Walk-in Killer et le Valley Intruder. Cependant, le nom qui décrit le mieux ce tueur en série est celui de Night Stalker, traqueur nocturne. Beaucoup diraient que Ramirez était une personne séduisante avec ses longs cheveux noirs des années 80, ses grandes lèvres très formées, ses beaux yeux sombres et profonds et sa mâchoire magnifique. Et tout comme Ted Bundy, il avait des fangirls qui se présentaient au tribunal pour le soutenir. Mais comment cet infâme tueur en série a-t-il finalement été arrêté? Ramirez est né le 29 février 1960 et il, avant son 26e anniversaire, il avait déjà tué au moins 14 personnes et commis au moins 11 agressions sexuelles. Sa vague d'attaques apparemment aléatoires a terrifié les habitants du sud de la Californie au cours de l'été 1985. Les crimes de Ramirez ont été fortement influencés par une enfance difficile. Son père le maltraitait fréquemment. Au milieu de l'adolescence, il a commencé à passer beaucoup de temps avec un cousin plus âgé que lui, un vétéran de la guerre du Vietnam souffrant du syndrome de stress post-traumatique et de schizophrénie. Son cousin a tué sa femme sous les yeux de Ramirez, qui en a été fasciné. Il a même appris des techniques militaires auprès de son cousin, dont certaines ont été utilisées plus tard au cours de sa folie meurtrière. En outre, il a développé un fort intérêt pour le satanisme et une forte consommation de drogue pendant cette période. Ramirez avait 22 ans lorsqu'il a quitté le Texas pour la Californie, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à commettre des cambriolages pour financer sa toxicomanie. Cependant, sa série de meurtres a commencé entre avril 1984 et août 1985. Il utilisait une grande variété d'armes pour commettre ses meurtres, notamment une machette, un démonte pneu, un marteau à griffes et différents types de couteaux. En outre, il étranglait, frappait et fouettait au pistolet un grand nombre de ses victimes. Dans un cas,
Il a piétiné sa victime jusqu'à ce qu'elle meure dans son sommeil. Dans un autre cas, il a torturé une femme en la choquant avec un cordon électrique sous tension. Le 24 août 1985, il s'est introduit dans la maison d'un couple par une porte arrière. Il a tiré 3 fois sur le mari et a forcé la femme à jurer qu'elle aimait Satan. Après avoir volé ce qu'il pouvait trouver, il a violé la femme et lui a dit « Dites-leur que le traqueur de nuit était ici, avant de partir. » Cette femme a donné une description détaillée de Ramirez. La police a également trouvé ses empreintes digitales sur la voiture volée qu'il a utilisée. L'identification de l'empreinte de Ramirez a été qualifiée de quasi-miracle car le système utilisé pour l'identifier avait été installé récemment. En outre, le système contenait les empreintes de criminels nés après le 1er janvier 1960, soit 2 mois seulement avant la naissance de Ramirez. Par la suite, la police a diffusé sa photo d'identité qui a été publiée dans plusieurs journaux. Le 30 août 1985, il a pris un bus pour Tucson, en Arizona, sans savoir qu'il était devenu le sujet principal de pratiquement tous les médias. Il n'a pas pu rencontrer son frère et a décidé de revenir le matin du 31 août 1985. C'est alors qu'une femme l'identifie en train de lire le journal où son visage est imprimé en première page. Pris de panique, il s'est rapidement enfui et a tenté de voler une voiture. Cependant, une foule a rapidement rattrapé Ramirez et a commencé à le battre. Ramirez a été tellement battu qu'il a déclaré « J'ai de la chance que les flics m'aient attrapé ». En 1989, Ramirez a été reconnu coupable de 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages. Le juge qui a confirmé ces 19 condamnations à mort a noté que ces actes étaient extrêmement cruels et vicieux, au-delà de ce que toute personne peut comprendre. Ramirez n'a montré aucun regret pour ces actes. Il est décédé le 7 juin 2013 de complications liées à un lymphome à cellule B, alors qu'il se trouvait toujours dans le couloir de la mort en Californie. À venir, un tueur en série qui conservait des parties de corps humains dans le réfrigérateur. Jeffrey Dahmer. Chaque fois que l'on dresse une liste des personnes les plus maléfiques du monde, Jeffrey Dahmer y figure toujours. Après tout, ses crimes incluent le viol, le démembrement, la nécrophilie, le cannibalisme et bien d'autres choses encore. Véritable définition du tueur en série tordu, Dahmer est un délinquant sexuel condamné et un tueur en série qui a assassiné 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991. Enfant négligé, Dahmer a développé très tôt une profonde obsession pour les ossements. En outre, son père lui a montré, sans le savoir, comment préserver ses futures victimes. À l'âge de 8 ans, alors qu'il mangeait du poulet avec sa famille, Dahmer a demandé à son père comment blanchir les os de poulet. Son père, chimiste, s'est réjoui de l'intérêt de son fils pour la science et lui a enseigné les techniques permettant de blanchir et de conserver les os en toute sécurité. À son insu, ces méthodes seront plus tard utilisées par Dahmer à des fins bien plus sinistres. Puis, en 1978, Dahmer a commis son premier meurtre 3 semaines après l'obtention de son diplôme. Il a pris un autostoppeur de 19 ans, Stephen Mark X, et l'a attiré chez lui sous prétexte de boire. Dahmer a immédiatement commencé à éprouver des sentiments sexuels après avoir vu X. Lorsque X a voulu partir, Dahmer lui a fracassé la tête avec un haltère de 10 livres. Lorsque X a perdu connaissance, Dahmer l'a étranglé avec la barre de l'haltère, puis a déshabillé le corps de X avant d'explorer sa poitrine avec ses mains. Il a ensuite disséqué le corps de X dans la cave et enterré les restes dans l'arrière-cour. Au cours des années suivantes, Dahmer a tué et démembré 16 autres victimes. Dahmer a finalement été arrêté le 22 juillet 1991. L'une de ses victimes, Tracy Edwards, a réussi à s'échapper de l'appartement de Dahmer à Milwaukee. Edwards a fait signe à 2 officiers de police et les a ramenés à l'appartement. Là, les policiers ont découvert des photographies de corps démembrés et d'autres preuves des crimes de Dahmer, ce qui a conduit à son arrestation. C'est à ce moment-là qu'il a déclaré « Pour ce que j'ai fait, je devrais être mort ». Au cours du procès de Dahmer, l'une des sœurs de sa victime l'a traité de Satan et lui a dit à plusieurs reprises qu'elle le détestait avant de se précipiter vers la table où Dahmer était assis. Elle a ensuite été maîtrisée par les adjoints du shérif et escortée vers la sortie. Dahmer a été reconnu coupable de 16 homicides commis dans le Wisconsin et a été condamné à 16 peines de prison à vie le 17 février 1992. Cependant, le 28 novembre 1994, il a été brutalement frappé à la tête et au visage avec une barre métallique de 20 pouces par 2 autres détenus. Il est mort 1 heure plus tard. Certains diront que c'était une fin appropriée pour un tel criminel. Le suivant est un autre tueur en série qui a eu ce qu'il méritait de la manière la plus brutale. Juan Corona. Voici un tueur en série dont le nom n'évoque peut-être pas autant de choses que celui d'autres meurtriers célèbres, mais dont les crimes sont tout aussi effrayants. Connu sous le nom de « meurtrier à la machette », Juan Corona est responsable de la mort de plus de 25 travailleurs agricoles migrants en Californie.
Sa méthode était brutale et ses cibles, tragiquement, étaient souvent négligées par la société. Corona était lui-même entrepreneur de travaux agricoles et c'est ainsi qu'il est entré en contact avec nombre de ses victimes. Il utilisait sa position pour attirer les travailleurs pauvres en leur promettant du travail, pour ensuite mettre brutalement fin à leur jour. Les corps ont été retrouvés dans des fosses peu profondes le long de la rivière Feather, dans le comté de Sutter. Chacun d'entre eux avait été découpé à la machette avant d'être enterré à la hâte sous les rangées de vergers. En 1971, un agriculteur du comté de Sutter, en Californie, remarque un trou fraîchement creusé dans son verger de pêcher. Cet agriculteur avait engagé Juan Corona pour l'aider à trouver des travailleurs pour ses champs. Lorsqu'il a vu le trou rempli de terre le lendemain, il a eu des soupçons et a appelé les adjoints du shérif. Ceux-ci ont creusé le trou et ont trouvé le corps d'un homme sans tête et portant de multiples coups de couteau. 4 jours plus tard, d'autres corps ont été découverts dans un ranch voisin, où Corona logeait ses ouvriers. Après ces découvertes macabres, Corona a été arrêté à son domicile une semaine plus tard. Les preuves contre lui étaient accablantes, notamment parce qu'il tenait un registre avec les noms de ses victimes. L'accusation a qualifié ce registre de liste des morts. Le 18 janvier 1973, le jury a déclaré Corona coupable de meurtre au premier degré pour les 25 chefs d'accusation retenus. Il a été condamné à 25 peines d'emprisonnement à perpétuité, à exécuter consécutivement, sans possibilité de libération conditionnelle. Moins d'un an après son incarcération, Corona a été poignardé 32 fois dans sa cellule. Il a perdu son œil gauche et une lame s'est définitivement logée derrière son œil droit, simplement parce qu'il a heurté par erreur un codétenu dans un couloir et qu'il ne s'est pas excusé. En 1992, Corona a été transféré du centre de formation correctionnelle de Soledad à la prison d'État de Corcoran, en Californie, où il a été placé dans la cour des besoins sensibles, Sensitive Needs Yard, SNY, en raison de sa démence. La libération conditionnelle lui a été refusée à 8 reprises. Corona est décédé le 4 mars 2019 de cause naturelle. Une mort lente et atroce. L'histoire suivante est celle d'un sinistre tueur en série qui aurait été lynché si les familles de ses victimes avaient eu la possibilité de lui mettre la main dessus. John Wayne Gacy. Connu sous le nom de clown tueur, John Wayne Gacy utilisait son alter ego, Pogo le clown, pour gagner la confiance de la communauté en se produisant lors d'événements locaux et de fêtes d'enfants. À l'insu de son entourage, Gacy cachait un côté sinistre. Dans les années 1970, il attirait de jeunes garçons chez lui en leur promettant du travail ou simplement par la coercition. Une fois sur place, il violait, torturait et assassinait ses victimes. Entre 1972 et 1978, Gacy a assassiné au moins 33 jeunes hommes et garçons dans le canton de Norwood Park, près de Chicago, dans l'Illinois. Sa méthode pour attirer les victimes était simple. Il commençait souvent par se menotter les mains dans le dos, puis se libérait discrètement à l'aide d'une clé cachée. Il proposait ensuite à sa future victime de lui faire une démonstration. Une fois la victime attachée de la même manière, il l'emmenait de force chez lui. Là, il violait et torturait sa captive avant de la tuer par asphyxie ou par strangulation avec un garrot. Ce qui rend la situation encore plus obsédante, c'est que 26 victimes ont été enterrées dans le vide sanitaire de sa maison. La dernière victime de Gacy est Robert Piste, 15 ans, qu'il a kidnappé et assassiné le 11 décembre 1978. Plusieurs témoins ont vu Gacy parler à Piest à la pharmacie où l'adolescent travaillait, évoquant un emploi d'été dans l'entreprise de Gacy. Cette rencontre a conduit la police à enquêter sur Gacy et à découvrir ses antécédents en matière d'abus sexuels. Au cours de l'enquête, Gacy aurait dit à l'un des inspecteurs « Les clowns peuvent s'en tirer avec un meurtre. Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Gacy a finalement été arrêté le 21 décembre 1978, après l'exécution d'un second mandat de perquisition à son domicile. L'un des officiers a rapidement trouvé un os de bras dans le vide sanitaire sous la maison. Gacy finit par avouer avoir tué plus de 30 personnes. Le 12 mars 1980, il a été reconnu coupable de 33 meurtres. Bien que le procès ait duré 28 jours et que ses avocats aient tenté de faire valoir qu'il était fou, il n'a fallu que 2 heures au jury pour prendre sa décision. 2 jours plus tard, Gacy est condamné à mort. Il a passé les 14 années suivantes dans le couloir de la mort du centre correctionnel de Menard, dans l'Illinois, où il a reçu de nombreuses menaces de mort de la part des parents des victimes. Il a finalement été exécuté par injection létale au Stateville Correctional Center, le 10 mai 1994. Le tueur en série suivant aimait tuer des femmes et narguer les autorités qui ne parvenaient pas à l'attraper. Dennis Rader. Entre 1974 et 1991, Dennis Lynn Rader a terrorisé les communautés de Wichita et de Park City, au Kansas, tuant au moins 10 personnes.
Il traquait méthodiquement ses victimes, s'introduisant souvent chez elles, où il les ligotait, les torturait, puis les tuait, ce qui lui a valu le tristement célèbre surnom de BTK, Bind, Torture, Kill. Ses méthodes étaient froides et calculées, témoignant d'un niveau inquiétant de planification et de cruauté. Pendant des années, il a échappé à la capture, narguant les forces de l'ordre avec des lettres et des indices qui ne faisaient qu'approfondir le mystère de son identité. Ce n'est qu'en 2005 qu'il a finalement été arrêté. L'affaire s'est débloquée lorsqu'il a envoyé une disquette à la police, persuadé qu'on ne pourrait pas remonter jusqu'à lui. Cependant, les experts en criminalistique ont pu extraire des métadonnées de la disquette qui les ont conduits directement à Dennis Rader, un père de famille apparemment ordinaire et responsable d'une église dans la communauté. Cette arrestation a choqué tous ceux qui le connaissaient, car sa personnalité publique était loin du monstre qu'il était derrière les portes closes. D'ailleurs, pendant les pauses qu'il s'accordait entre les meurtres, Rader se prenait en photo ligotée, portant des vêtements féminins et un masque de femme. Il a admis plus tard qu'il se faisait passer pour ses victimes dans le cadre d'un fantasme sexuel. Rader a avoué 10 meurtres au cours de son interrogatoire par la police, donnant des détails effrayants sur les crimes et ses motivations. Il a révélé qu'il prenait un plaisir tordu à contrôler et à exercer un pouvoir sur ses victimes, et qu'il appréciait la peur qu'il répandait dans la communauté. Lorsque Rader a été traduit en justice, les familles de ses victimes ont exprimé une profonde colère et une grande haine à son égard. Elles voulaient qu'il souffre pour la douleur qu'il avait causée, et sa capture n'a guère contribué à atténuer leur chagrin. Il purge actuellement 10 peines de prison à vie consécutive à la prison d'Eldorado. Le suivant est un monstre de la vie réelle qui est devenu le premier prisonnier de Californie exécuté par injection létale. William Bonin. William George Bonin, surnommé le tueur de l'autoroute, est un tueur en série et un délinquant sexuel américain qui a violé, torturé et assassiné des jeunes garçons et des hommes dans le sud de la Californie entre 1968 et 1980. Bien qu'il ait été condamné pour 14 meurtres, il a avoué en avoir tué 21 et est soupçonné d'en avoir tué encore plus. Le premier meurtre connu de Bonin a eu lieu en mai 1979. Il attirait généralement ses victimes dans sa camionnette en faisant semblant de leur proposer des relations sexuelles consenties. Une fois qu'il les avait attirés ou forcés à monter dans sa camionnette Ford Econoline, il les maîtrisait et les menottait. Les victimes étaient ensuite agressées sexuellement, brutalement battues et torturées avant d'être généralement tuées par strangulation. Bonin enlevait également les poignées de porte du côté passager et de la porte arrière pour s'assurer que ses victimes ne puissent pas s'échapper facilement. C'était un tueur en série astucieux, car il jetait souvent les corps de ses victimes dans d'autres comtés. Cela lui a permis d'échapper aux autorités pendant des années. Bonin a reçu le surnom de Freeway Killer, parce que la plupart des corps de ses victimes ont été retrouvés le long des autoroutes. Il était souvent aidé par l'un des 4 complices connus. L'un d'eux, Vernon Butts, a été impliqué dans 12 meurtres mais s'est suicidé avant son procès en 1982. Le 11 juin 1980, les autorités ont finalement arrêté William Bonin, qui tentait de violer un jeune homme de 17 ans dans sa camionnette. Pendant des jours, ils ont observé Bonin en civil. Mais ce jour-là, il a réussi à attirer un garçon dans sa camionnette. La police a suivi Bonin jusqu'à ce qu'il se gare dans une station-service et l'a rapidement appréhendé après avoir entendu des cris et des bruits de coups provenant de l'intérieur de la camionnette. Bonin était en train de violer la victime menottée et ligotée. Dans un premier temps, Bonin a nié être impliqué dans les meurtres. Cependant, après avoir lu une lettre de la mère de Sean King lui demandant de révéler l'endroit où le corps de son fils a été enterré, Bonin a avoué. Il a toutefois précisé que ses aveux n'étaient pas destinés à soulager la douleur de la mère, mais qu'il savait que la police lui paierait probablement un hamburger pour le long trajet jusqu'au comté de San Bernardino, où le corps de Sean King a été enterré. Au cours de plusieurs soirées, Bonin a admis, avec des détails explicites, avoir enlevé, violé et tué 21 jeunes hommes et garçons. Il n'a montré aucun remords pour ses actes, mais était profondément embarrassé et regrettait de s'être fait prendre. Un enquêteur du comté d'Orange a déclaré « Il n'y avait pas un policier dans cette pièce qui ne voulait pas tuer Bonin pour ses aveux ». Décrit par les procureurs comme la personne la plus archaïque qui ait jamais existé, Bonin a passé 14 ans dans le couloir de la mort avant d'être exécuté par injection létale à la prison d'État de San Quentin en 1996. Le tueur en série suivant sur la liste a été attaqué à plusieurs reprises en prison pour les crimes odieux qu'il a commis. Richard Speck. Le 13 juillet 1966 à 23h, un crime horrible a été commis à Chicago, où 8 élèves infirmières ont été brutalement assassinés dans une maison de ville du quartier sud de la ville. L'auteur du crime, identifié plus tard comme Richard Speck, a perpétré l'un des meurtres de masse les plus effrayants de l'histoire américaine. Speck est entré dans la résidence des infirmières, armé d'un couteau et d'un pistolet. Son mode opératoire était à la fois calculé et sadique. Il attachait systématiquement ses victimes, une par une,
pour s'assurer qu'elles ne puissent pas s'échapper ou alerter les autorités. Speck retenait les femmes dans une pièce pendant des heures, puis les faisait sortir une à une, les poignardant ou les étranglant à mort. Enfin, il a violé et étranglé sa dernière victime. Ses actes étaient d'une cruauté méticuleuse, car il prenait son temps avec chaque victime, avec des intervalles de 20 à 30 minutes entre chaque meurtre. La seule survivante, Corazon Amurao, a échappé à la mort en se cachant sous un lit pendant que Speck exécutait les meurtres. Elle est restée cachée sous le lit jusqu'au petit matin. Speck a été appréhendé le 17 juillet 1966, 4 jours après les meurtres. Il a été capturé après avoir tenté de se suicider et avoir été emmené à l'hôpital du comté de Cook, où un médecin a reconnu le tatouage « Born to Raise Hell » sur son bras, d'après la description faite par la police. Speck a ensuite affirmé qu'il ne se souvenait pas des meurtres, mais qu'il avait avoué le crime au docteur Leroy Smith à l'hôpital du comté de Cook. Il a néanmoins été reconnu coupable des 8 meurtres le 15 avril 1967 et condamné à la peine de mort. Sa peine a ensuite été réduite à une période de 100 à 300 ans. En prison, il a subi de nombreuses attaques de la part de ses codétenus, qui étaient conscients de la nature odieuse de ses crimes. Enfin, Speck est mort d'une crise cardiaque alors qu'il était incarcéré au Stateville Correctional Center la veille de son 50e anniversaire. Le tueur en série suivant a demandé que son exécution se déroule d'une manière spécifique. Ronnie Lee Gardner. Entre 1984 et 1985, Ronnie Lee Gardner a commis 2 meurtres qui ont conduit à son exécution. Le premier meurtre a eu lieu lors d'une tentative de vol dans un bar de Salt Lake City, dans l'Utah, où Gardner a abattu le barman Melvin Otterstrom. À la suite d'une dénonciation, la police a appréhendé Gardner 3 semaines plus tard au domicile de son cousin. Son prochain meurtre a lieu l'année suivante, alors qu'il tente de s'échapper de prison. Il introduit clandestinement un revolver dans la salle de justice métropolitaine de Salt Lake City. Alors qu'il était escorté dans le palais de justice depuis le parking souterrain, il a sorti son arme, mais le gardien lui a immédiatement tiré une balle dans l'épaule droite. Gardner a ensuite tiré dans l'abdomen de l'huissier non armé et a couru vers l'avocat Robert Macri et Michael Burdell. Cependant, il n'a tiré qu'une balle dans l'œil de Burdell, qui est décédé le jour même. Gardner, quant à lui, a été arrêté juste à l'extérieur du bâtiment alors qu'il s'échappait. Cette fusillade effrontée dans un tribunal a confirmé le destin de Gardner en tant que meurtrier condamné à la peine de mort. Gardner a été condamné à mort en 1985 pour les meurtres d'Otterstrom et de Michael Burdell. La dernière entrée de cette liste concerne l'histoire de la vengeance d'un père. Jeffrey Doucet. En 1984, Jeffrey Doucet enlève Jody Plauché, 11 ans, et l'agresse sexuellement. Personne ne s'attendait à ce qu'il se passe ensuite quelque chose. L'enfant de 11 ans suivait des cours de karaté avec un instructeur, Jeffrey Doucet, âgé de 25 ans. Les parents de Jody ignoraient que Doucet abusait sexuellement de leur enfant depuis plus d'1 an. Le 14 février 1984, Doucet a enlevé Jody et l'a emmené dans un motel d'Anaheim, en Californie. Là, il a abusé et agressé sexuellement l'enfant pendant des jours. L'enlèvement de Jody a fait l'objet de recherches dans tout le pays. Le 29 février, la police californienne a fait une descente dans le mannequin et a arrêté Doucet. Heureusement, Jody était en vie et a été rendu à sa famille le lendemain. Le père de Jody, Léon Gary Plauché, ressent un sentiment d'impuissance. Il ne peut rien faire. Mais il a appris que les autorités ramenèrent Doucet en Louisiane pour qu'il soit jugé. C'est alors que Doucet arrive à l'aéroport le 16 mars 1984 et qu'il attend Doucet. Un employé de la chaîne ABC locale, WBRZT, indique à Plauché l'heure d'arrivée de Doucet à l'aéroport. Alors que Doucet était conduit dans l'aéroport, il est passé devant une équipe de journalistes qui filmaient la scène. Lorsqu'il est passé devant Plauché, ce dernier lui a tiré une balle dans la tête à bout portant sur le côté droit. Doucet tombe instantanément sur le sol, saignant près de l'oreille droite. Plauché a alors posé le combiné téléphonique avant qu'un policier ne le maîtrise et ne prenne l'arme. Doucet tombe dans le coma et meurt de sa blessure par balle le lendemain. Plauché a d'abord été inculpé de meurtre au second degré, mais il a accepté de plaider coupable d'homicide involontaire. Il a été condamné à 7 ans de prison avec sursis, 5 ans de mise à l'épreuve et 300 heures de travaux d'intérêt général, qu'il a effectués en 1989. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, consultez le contenu suggéré sur votre écran en cliquant sur l'une des cartes affichées.